Ah ben très bien. Oui. Alors, tu vas te mettre entre nous deux. Oui. Voilà. Ah, tu vas où? Je vais mettre comme ça, voilà. Voilà, on ne fait pas souvent ça, mais je ne sais pas comment on pouvait faire autrement, et je pense que vous ne l'avez pas fait si souvent, peut-être dans les festivals. Le film a été présenté où? À l'époque à Venise. Jusqu'à Rio de Janeiro. Ah voilà. À Rio de Janeiro. Voilà. À Venise. À Venise. Moi, il me semble que ça a été montré à la Mostra de Venise. Prenez votre micro, Pierre. À Venise, oui, à Venise. C'est l'amour à mort, non? C'est l'amour à mort. Non, mais il y a eu l'amour à mort et Mélo. Mais il se souvient plus, c'est pas normal, ça. Ça s'est barré, ça se barre, tout ça, oui. C'est emmerdant d'ailleurs, parce que moi-même... Oui, t'es le plus vieux. Oui. C'est exact. Voilà. Je suis plus vieux et je suis celui qui fait le plus jeune. Alors... Non, n'applaudissez pas. Voilà, donc nous sommes très heureux d'avoir pu vous applaudir. Oui, comme au théâtre. C'est pas très souvent, mais là c'est tellement marqué. Est-ce que, je vous pose la question à tous les trois, et puis vous répondrez les uns après les autres, vous vous compléterez. Est-ce que vous vous souvenez, dans quelles circonstances, comment Alain Resnais vous a parlé de ce projet un peu fou, c'est-à-dire adapter une pièce d'Henri Bernstein, dont il a dit lui-même, j'ai retrouvé les interviews de l'époque, pendant toute la durée où a duré la promotion du film, etc., qu'elle était injouable. Et que c'est pour ça qu'il l'avait choisie, justement, parce qu'elle était injouable. Alors évidemment, quand on voit le film, on ne pense pas du tout à ça, et vous n'y êtes pas pour rien, mais comment ça a commencé, cette histoire? Comment cette pièce est-elle arrivée? Allez, le plus vieux. Comment ça? Elle va pas m'emmerder comme ça toute la soirée, celle-là. Mais je ne sais plus vraiment comment ça a commencé, sinon ça devait être quand même en gros le même genre de dialogue. Chaque fois que Resnais nous a proposé des choses, il a toujours proposé des choses qui ne ressemblaient jamais à celles des autres. Bon, alors c'est un coq à l'âne, mais par exemple pour Smoking, le Smoking que nous avons tourné ensemble avec Sabine, il m'a donné un coup de téléphone en disant écoute, voilà, j'ai un projet, je voudrais vous faire dire quelque chose, voilà, je comprendrais très bien que vous n'acceptiez pas, mais je suis absolument certain que personne ne vous proposera la même chose. Bon, je dis bah alors j'accepte, alors voilà, bon. Alors ça devait être un petit peu comme ça, quoi, parce que c'était quand même, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça au cinéma. D'ailleurs, il a toujours voulu, il n'a jamais voulu tromper les gens sur la marchandise. C'est du théâtre. C'est lui qui, à un moment donné, par son imaginaire et son génie et son talent, a fini par faire que petit à petit on sort du théâtre lentement et qui nous prend par la main pour nous emmener au cinéma, mais on est d'abord au théâtre. Il n'a pas essayé de dissimuler que c'était d'abord du théâtre. Ça, je me souviens de ça. Après le reste. Alors moi, j'ai une autre version. Alors, ça ne m'étonne pas. Oui, Ça ne m'étonne pas du tout. Non, mais c'est anecdotique et je pense que Sabine va corriger les choses. Mais en fait, on avait tourné L'amour à mort. Il y avait des intermèdes musicaux. Il y avait Gruber, enfin bon, voilà, et puis il y avait... Et un jour, après avoir tourné L'amour à mort, Fanny Ardant lui dit « Mais pourquoi vous ne faites pas un film sur Bernstein dont vous nous parlez sans arrêt ?» Il y avait une confusion sur Bernstein, elle pensait à Léonard Bernstein, et lui était en train de lire Henri Bernstein. C'est l'histoire qui m'est revenue et que j'ai gardée en mémoire. Et maintenant, je me trompe peut-être... complètement, je parle sous le contrôle de Sabine qui en sait peut-être plus que moi là-dessus, et donc peut-être que là, le malentendu est né comme ça, et puis est venue cette pièce qui était un vrai cadeau pour nous, et qui était en plus écrite par un auteur qui n'était pas du tout joué dans le théâtre privé, qui était même un peu banni d'ailleurs. Moi je me souviens au conservatoire, parce que Bernstein, il avait, comment dire... une image un peu sulfureuse. C'est-à-dire que c'était un bon auteur de boulevard, mais aussi il était directeur du théâtre du gymnase, etc. Et il avait aussi eu pas mal de soucis aussi pendant la guerre. Enfin bon, bref, il était mal aimé. Et donc du coup, on nous recommandait jamais de jouer du Bernstein au conservatoire, alors qu'en fait, comme disait Alain Resnais, c'est bien tricoté, quoi. Et donc, on était tout à fait heureux de découvrir cet auteur, qui était magnifique à jouer. Mais il voulait qu'on le joue sincèrement,
Alors que peut-être, parce qu'il faut dire que Mélo a été joué, a été filmé par, alors là, je parle sous le contrôle de François Thomas qui est peut-être là dans la salle, mais Ziner, dénommé Ziner, il y a eu une version allemande, et puis une version française avec Gaby Morlet, et puis Charles Boyer, etc. Un film de 1900. Et Pierre Blanchard. Absolument. Oui, mais il faut dire aussi qu'au départ, Alain Resnais aimait follement le théâtre. Le spectacle, le théâtre, les comédies musicales, l'opérette, on a fait une opérette après, et donc il avait vu beaucoup de spectacles d'Henri Bernstein, et il était outré parce qu'il trouvait que c'était très très mauvais, et que c'était mal mis en scène, mal joué, et donc là c'était le défi qui l'amusait, et il pouvait tout d'un coup filmer ce qu'il croyait être bien pour cet auteur. Parce que en voyant le film, ce qui me frappait, alors ça a relancé Bernstein. Je me souviens par exemple d'avoir vu à Montparnasse Le Secret, me semble-t-il, avec Fabrice Lucchini et d'autres gens, j'ai oublié. D'autres gens, Annie Dupéret et voilà, Pierre Vanek. tout à fait. Merci Pierre. Voilà. Donc il a relancé Bernstein, on s'est remis à jouer Bernstein, ça a été une flambée comme ça. Mais quand on revoit le film, on est quand même frappé par cette langue, enfin cette musique qui ne ressemble pas à un autre auteur. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très singulier. Et alors, je ne sais pas si vous, en jouant, vous avez ressenti ça, mais moi, ça m'a beaucoup frappé. Qu'est-ce qu'il est roche? C'est pas un auteur gentil, quoi. C'est méchant. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand même les personnages, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas humains, pas compréhensibles, bien sûr, mais quand même, par exemple, le mensonge final jusqu'au bout, où il éloigne son ami à l'étage pour pouvoir lui sortir le pétale de rose et lui mentir quand même jusqu'au bout, et jouer la sonate avec lui. C'est peut-être pour le protéger. Oui, toutes les interprétations sont possibles. Alors, celle de Sabine est une interprétation sympa. oui, ça peut être aussi chez Marcel Blanc, qui est quelqu'un qui n'a pas confiance dans le rapport féminin. Tout d'un coup, il se dit, c'est quand même à lui qu'elle a écrit une lettre. Enfin voilà, c'est toujours dans ces cas-là, les paranoïaques s'attachent sur des détails. Donc tout d'un coup, le détail fait toute la valeur de leur amour. Et donc ils décident, si je me raconte, hein, mais dément-moi Pierre, hein, si jamais, mais ils décident à ce moment-là qu'il vaut mieux, enfin leur amour est plus important peut-être que celui qu'il a vécu. Enfin voilà, c'est une façon, je m'arrange un peu avec les choses, mais je pense que... Et puis méchant, je sais pas, on n'est pas si bien que ça tous. Non Ça veut pas dire qu'on pourrait pas le faire. Je trouve ça très, très juste, très, très humain. On va pas tous jusqu'à l'assassinat, mais l'empoisonnement. Mais quand même, je sais pas, on retrouve tous les mensonges, les jalousies. Enfin, c'est le lot de tous. Enfin, là, effectivement, elle l'empoisonne quand même. Ah ben c'est un mélo, hein, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour que ça se dramatise au fur et à mesure et que tous les êtres qui aiment, en tout cas dans l'excès, sont capables d'aller très loin. Je dois dire simplement que, en fait, aussi dans la pièce, enfin, il nous a souvent dit ça, qu'il avait beaucoup de contractions, parce que c'était très bavard. Henri Bernstein, au départ, quand on a lu la pièce, c'était vraiment... Ouais, donc, heureusement qu'il a fait ses contractions. Oui, mais il a toujours refusé qu'on transforme le texte original de Bernstein, la langue de Bernstein, pour une langue qui, soi-disant, aurait été plus proche de la langue qu'on parlait à l'époque, au moment où on la tournait. Et il a bien fait, d'ailleurs, parce que ça fait aussi partie de la richesse du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a une langue très particulière qu'on s'est appropriée petit à petit. Elle nous semblait un peu insurmontable au début, en tout cas en ce qui me concerne moi. Et puis petit à petit, on est rentré là-dedans, et puis c'est devenu une sorte de musique qui nous a accompagnés. Bernstein, il a quand même un problème avec les dames. Les personnages féminins dans les pièces de Bernstein sont rarement des personnages féminins de confiance, où elles trahissent, où elles mentent, où elles trompent, parce que là on parle de Mélo bien sûr, mais vous parliez du Secret la dernière fois, le personnage de la femme qui est admirable d'ailleurs, qui était magnifique, jouait génialement Annie Dupéret. Ça me revient. C'est pareil. À la fin, son mari lui dit, en gros, je t'aime, mais tu es une pure horreur. Oui, en vous écoutant, Pierre, ça me revient. Effectivement, il y a ça. Oui, il y a ça. Il y a beaucoup ça. Et pas seulement dans Mélo. Il y a un problème, visiblement, avec les femmes. Pourquoi? Peut-être qu'il a eu des aventures malheureuses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça chez lui.
Voilà, il y a une sorte de misogynie qui traîne comme ça derrière, c'est pas grave, ça retire rien à son talent. Il a été vilipendé très, très vite, c'était un auteur qui avait beaucoup... Bon, c'était considéré comme un auteur bourgeois, peu fréquentable, qu'on a foutu comme toujours à la poubelle un peu vite, mais finalement, quand on revisite là maintenant, il y a encore des choses formidables qu'on pourrait remonter, qui sont très intéressantes. Ce qui est sublime dans le film, en fait, mais c'est un peu vous, c'est votre personnage, c'est la fiction. C'est-à-dire qu'on peut peut-être résister à tout, et là on retrouve aussi le René homme de spectacle, pour lequel le spectacle était si important, parce que pour lui le spectacle dit la vérité, c'est que votre personnage, Sabine Azéma, ne peut pas résister à la fiction que vous lui racontez pendant ce dîner à Montrouge. Et c'est vrai que c'est irrésistible. On ne peut pas résister à ça, finalement, à un homme malheureux et à une histoire d'amour malheureuse. Oui, enfin, c'est elle qui est très romanesque aussi. Hein, et puis elle doit... Il est adorable, Pierre, mais il est un peu... Voilà. Pas de bol, moi je sens que ça va me tomber dessus, j'ai pas de bol. Mais voilà, c'est une vie un peu plan-plan, dans un petit pavillon de Montrouge, et elle, tout d'un coup, elle est fascinée par cet homme si séduisant. Tu l'es aussi, mais faire attention. Hein. Mais elle est fascinée par c'est le grand. Oh, il a l'habitude. Voyage davantage, des tournées, etc. Toi, tu restes à Montrouge. C'est tout, c'est la seule différence. Non, mais tu bien sûr, tu joues très très bien dans le mais film. je te remercie, Lola. Le seul peut-être qui aime vraiment, c'est lui dans le film. Moi, là, je suis fascinée par, un espèce de rêve. Et André m'a l'air d'un grand séducteur. Hein, et Christiane aussi, il aime séduire, il aime. Christiane aime aussi. Aime Pierre. Oui, non, c'est confondant tout ça. Je vous ai coupé la parole. Non, mais c'est vrai que Romaine est fascinée très vite. Hein. Donc, notre couple, il est peut-être un petit peu déjà en danger. Tu ne crois pas? Si. Si, bien sûr que si, mais c'est la caractéristique de ces personnages-là, c'est assez beau d'ailleurs. Et puis on est mariés. Oui, ils sont mariés, il a une vie, il est un second couteau, un musicien second couteau. Il a une vie plan-plan, il n'imagine pas une seconde. Elle aurait voulu des enfants? Peut-être. Ah ben, elle s'est dit. Oui, c'est dit. T'as oublié. Mais bon, voilà, c'est ça, et tout d'un coup, elle tombe sur quelqu'un qui a l'air d'être une autre vie et de proposer une autre vie. Bon, voilà, qui est d'ailleurs effectivement un mensonge. Beaucoup plus romanesque. Oui, romanesque, qui ouvre au roman, à l'aventure, évidemment, ça l'attire et ça la fait sortir de Montrouge. Voilà, mais c'est parce que c'est une rêveuse, ils se rencontrent à un moment donné de leur vie, voilà, c'est comme ça peut se passer, quoi, on imagine très bien, mais ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a un rapport d'amitié qui est là, qu'il ne veut pas trahir aussi, Marcel Blanc, quand même, il reste fidèle à ce rapport-là, et on peut dire aussi qu'il y reste fidèle jusqu'au bout, donc d'où ce déchirement, un peu entre les trois, non ? On peut dire qu'il y reste fidèle, comme on peut dire aussi qu'il garde son secret et son histoire pour lui. Et que même quand son ami lui dit « dis-moi, ça me fera du bien », non. Son secret et son histoire est plus importante, il ne la partage pas. Donc c'est sa manière de vivre l'histoire d'amour avec elle, alors que voilà, et il l'abandonne, lui. Oui. Et quand vous dites quand même, toi tu dis, les femmes sont vraiment... traité durement par cet auteur, en fait, toi, tu mens vraiment beaucoup dans ce film. Beaucoup. Beaucoup, mais je suis habitué au mensonge, il le dit aussi, évidemment, on sent qu'il n'a pas confiance dans l'être humain, et peut-être, le début, le démarrage du film, où il raconte cette aventure avec cette femme qui est dans la salle, et on sent que c'est un homme qui, dans la réalité, n'a pas vraiment réussi à trouver... la confiance qu'il recherche et qu'il l'exprime dans la musique. C'est assez beau, cette espèce de décalage, voyant dans la salle quelqu'un qu'il aime et qui regarde ailleurs, qui regarde un autre homme, et lui qui n'a plus que la musique pour pouvoir s'épancher et vivre pleinement. Ça arrive. On voit aussi qu'on n'a pas la même notion de l'amour, tous. Donc,
dans le film. Hein. Oui, mais ce qu'il y a dans le film aussi que je trouve admirable, parce que ce n'est jamais dit, c'est encore moins souligné, c'est juste là, et ça passe seulement par le décor. C'est qu'il est charmant ce pavillon de Montrouge, mais c'est des petits bourgeois, petite moyenne bourgeoisie. Quand on arrive dans la garçonnière du maître, mon Dieu, c'est tout autre chose. Je me sens femme. Ben, il faut dire, l'homme est peut-être irrésistible, mais l'endroit l'est aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est totalement différent, et ça c'est rendu évidemment par les décors de Jacques Saulnier, c'est-à-dire que cet endroit est magique, on sent qu'il a Paris à ses pieds, enfin on imagine que la Seine n'est pas très loin, enfin que sais-je, et puis la lumière, enfin c'est une lumière mordorée, enfin c'est vraiment une garçonnière de grands séducteurs. Il est célèbre, et les hommes célèbres sont très séduisants normalement. Comment a commencé, vous parliez de mise en bouche, d'appropriation de cette langue, comment a commencé le travail? Comment on s'attaque à un texte pareil, et y compris d'ailleurs, parce que là vous nous le rendez proche, d'ailleurs regardez, on en parle, comme on parle de héros, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il ressent, ça prouve bien que ça marche, mais au départ ça devait être beaucoup plus éloigné que ça. Donc comment a commencé le travail pour vous approprier tout ça? En fait, on a répété très peu de temps, on a répété 21 jours, on a tourné 23 jours, je me souviens, et même, il y a une chose alors intéressante aussi, c'est qu'Alain Resnais avait fait le montage avant le tournage. C'est-à-dire qu'il savait où placer sa caméra, de telle réplique à telle réplique, sur tel personnage, puis ensuite il passait à l'autre, etc. Donc il y avait vraiment peu de temps pour tourner, et donc les répétitions, puisque ça s'imposait, c'était une pièce de théâtre, ont été très intenses. Enfin, j'ai ce souvenir-là, il y avait le marquage au sol, des décors, dans lesquels on allait se retrouver un mois plus tard, et donc c'était très très beau, enfin ce moment-là qu'on vivait, surtout que c'était des beaux rôles qu'on avait à jouer, et c'était sous les yeux d'un metteur en scène aimant, et qui nous donnait toute sa confiance. Donc c'était vraiment... Beaucoup de textes quand même, beaucoup de textes, et ça on ne peut pas l'apprendre la veille. Non, donc voilà, c'était facile quand on sait le texte, ça reste pas là, c'est plus facile après quand on dit moteur. Le problème souvent au cinéma, c'est que les acteurs ne savent peut-être pas toujours très bien leur texte, alors on reprend, on fait d'autres prises, mais si on sait au rasoir, on va beaucoup plus vite. Puis de toute façon, il y avait un contrat avec Marine Karmitz, le producteur, et on pouvait tourner, René pouvait tourner le film si on ne tournait qu'en, c'est ça, 20 jours, en gros. Donc 20 jours au départ, et on a dépassé. On avait passé d'un jour, 2 jours. Voilà. 23. Ah. Et voilà, intervention de Sylvain Baudron, ben voilà. Je voudrais qu'on fasse une ovation à Sylvain Baudron. Quel notre script merveilleux. Nous a fait le soir de l'ouverture, c'était mercredi, avec On connaît la chanson, donc je fais ce que vous venez de faire, je la fais applaudir, etc. Elle s'est levée pour dire que sur 20 films d'Alain Resnais, elle tenait à préciser tout de même qu'elle n'en avait pas fait 5. Elle nous a dit les 5 et elle s'est rassise. Voilà, c'est Sylvette. Vous savez qu'elle a tourné, elle a tourné sur un film où il y avait Laurel et Hardy. Le dernier film de Laurel et Hardy, Atolka. Mais tout à fait. Hein, c'est ça? Tourné avec Hitchcock. Oui. Et, non, mais... Jacques Tati, Costa Gavras. C'est l'histoire du cinéma, ça. Oui, je voulais juste, parce que ça me revient à l'esprit, c'est un souvenir qui est très bouleversant sur le tournage de Mélo. C'est qu'effectivement, on a répété, comme on répète une pièce de théâtre, assez vite d'ailleurs, hein, parce que 21 ou 22 jours de répétition, c'est très très peu au théâtre, hein, on en fait beaucoup plus que ça en général. Bon, donc on a répété et on est arrivé la veille du premier jour de tournage. Et la veille du premier jour de tournage, je suppose que vous vous en souvenez, et l'un et l'autre, Resnais a donc demandé qu'on défile les scènes avant le premier jour de tournage.
dans le décor avec les différents chefs de poste, Sylvette, Charles Van Damme, le chef opérateur, etc. Bon. Et donc, tous les 4, si nous étions 4 même, nous avons commencé à défiler ce qui allait devenir le film. Alors on est passé là, puis on interrompait, et puis on passait à une autre séquence dans une autre partie du décor, et puis une autre, la seule partie d'extérieur qui est celle qui te concerne, c'est quand tu décides de te suicider, qui sont faits sur les bords de scène, mais sinon le reste c'est du studio. Et donc, nous avons, mais moi, je ne peux pas parler de ça comme ça, mais nous avons tous vécu le film avant que le film ne soit tourné. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Et il y a des scènes assez très puissantes, quelquefois très bouleversantes, très douloureuses, comme ça. Bon, bien sûr, le monologue d'André, bien sûr les scènes avec Sabine, bien sûr, et la scène finale des 2 hommes, qui est aussi très belle. Et bien tout ça, on l'a fait, et on l'a fait comme au théâtre, c'est-à-dire avec une émotion qui nous est montée progressivement, et on est arrivé comme quand on joue au théâtre, c'est-à-dire qu'en principe on doit être prêt. Tout ce qui devait être dans le film a été là, vu et perçu par un certain nombre de techniciens qui se sont sans doute rendus compte qu'ils voyaient le film avant même qu'il ait eu lieu, et le lendemain tout a recommencé normalement. Mais donc cette chose-là, ce cadeau-là, cette pierre précieuse, elle est unique, moi je la garde là pour toujours, hein. Ça, je revivrai plus jamais ça, mais vous vous souvenez de ça quand même, hein? C'était absolument magnifique. Donc c'était une répétition générale. Vous vous souvenez, Sylvain, ils ont vu le film avant que le film existe. C'est tout. Voilà. Ce qu'on n'a jamais fait nulle part. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça nulle part. On n'a même jamais fait ça, même sur d'autres films de René, où on s'est retrouvés tous les deux en smoking, on n'a jamais fait ça. Et Pierre, les 3 semaines de répétition, c'était des répétitions d'abord à table, enfin à la table, avec vous les acteurs. Non, c'était tout de suite... on était on était dans la réalité. Il y avait juste les marques au sol qui représentaient le décor. Tout avait été préparé à l'avance, mais on a répété tout de suite. Mais ce n'était pas une répétition uniquement pour nous, hein. C'est pour la technique, pour les objets, pour qu'on ne perde jamais de temps, quoi. C'est rien que les objets, je me souviens, rien que les fleurs, quelle couleur, les verres, ah non, celui-là ça va pas. Enfin, c'était... Ah oui, c'est... Ce qui nécessitait d'ailleurs qu'on arrive en ayant su le texte. On n'a pas commencé les répétitions sans avoir le texte. Ah non, ça va être le texte. Vous saviez la totalité du texte avant même de commencer les répétitions. Oui, mais ça c'est banal, c'est très extraordinaire. Enfin, sauf pour les acteurs qui n'apprennent pas leur texte, d'accord? Et ça veut dire que la technique répétée en même temps que vous, parce que voilà. Ça m'a beaucoup frappé, parce que Pierre Arditi raconte ça dans un livre de François Thomas, mais d'habitude on ne dit pas ces choses-là, mais je pense que vous ne le dites pas méchamment. Vous dites souvent les techniciens de cinéma, pour les acteurs, il ne le dit pas comme ça, mais ils peuvent voir, vous. Non, mais c'est pas, oui, enfin, je vois à quoi vous faites allusion, mais en général, moi j'assume ce que je dis, donc je vais tout à fait assumer ça. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animosité entre les techniciens. Mais vous dites en gros que vous ne les avez jamais sentis aussi concentrés et impliqués. Oui, ça c'est vrai, mais c'était vrai d'ailleurs de toute façon, chaque fois qu'on tournait avec René, parce qu'il y avait un respect infini pour son travail. À mon avis, ça me semblait totalement justifié. Non, ce que je dis, c'est que par moment, c'est juste et injuste ce que je vais dire, mais la différence fondamentale, me semble-t-il, entre le théâtre et le cinéma, moi je fais beaucoup de théâtre, alors, à un moment donné, au théâtre, la technique, elle est sur le quai, même le metteur en scène d'ailleurs, il est sur le quai et il agite son mouchoir en regardant le bateau s'en aller. Au cinéma, non. Au cinéma, la technique ne s'en va pas, elle est là, elle n'agite pas son mouchoir, et quelquefois, elle est omniprésente. Et il y a des moments où, quand elle est omniprésente à juste titre, ben c'est très très bien, puis il y a des moments où elle est omniprésente, parfois, à moins juste titre. Et je me suis retrouvé quelquefois dans des situations comme ça, tout dans le ciné. Est-ce qu'on va quand même me laisser une toute petite partie d'oxygène pour que je puisse faire mon travail, moi aussi? Voilà. Bon, c'est ça que j'ai voulu dire, j'ai aucune animosité. Je suis resté très lié avec beaucoup de techniciens que j'admire, qui sont des gens merveilleux, c'est pas de problème. Voilà, c'est très, très différent, c'est plus compliqué à apprivoiser, mais en même temps c'est majeur.
si vous avez un mauvais chef opérateur, un mauvais ingénieur du son et de, je sais pas, de mauvais machiniste, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, le film se casse la gueule. Bon, ça c'est clair. Non, mais la différence, c'est que au théâtre, voilà, les spectateurs sont là, vous ne bougez pas. Ils ne bougeront pas. Alors qu'au cinéma, les spectateurs, c'est la caméra et la technique, et ils vont tourner autour de nous, ils vont jouer avec nous. Et voilà, là, évidemment, notre travail aussi d'essayer de ne pas être gêné et de... Il faut cohabiter, et c'est vrai qu'on est fragile, donc tout d'un coup un regard peut nous gêner, on peut être tous les trois, on peut tout d'un coup être gêné. Moi je m'en veux, quand je suis gênée, je m'en veux beaucoup. Mais on était, avec Sylvette, on était protégés. Elle disait, quand il y avait quelqu'un de trop présent qui regardait comme ça, elle disait, poussez-vous un petit peu. Oui, on peut être bloqué très vite quand on est sensible, et comme nous trois, on est de toute façon, la machine du cinéma est par définition assez lourde, puisqu'il y a la technique, évidemment, il y a des caméras, etc. Et donc, il y a toujours un décalage énorme entre l'installation de la technique et notre envie à nous de jouer, quoi. On est prêt, on est dans les starting blocks, quoi. Et au moment où... Et ce décalage-là, qui a tendance à se réduire aujourd'hui, parce qu'on travaille en numérique, il ne faut pas oublier que là, on rechargeait, c'était de la pellicule, donc ça prenait du temps, l'éclairage, etc. Et quand on attend, on piaffe, quoi, comme des chevaux qui sont prêts à partir. Donc c'est toujours un peu ce décalage-là qui est difficile, qu'il faut vivre, qu'il faut assumer. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais ça va plus vite, quoi, un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que l'installation technique prend un peu moins de temps. Et bon. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est que j'avais lu, un peu travaillé avant de revoir le film, mais par exemple, quand vous racontez votre histoire, c'est un plan qui dure 9 minutes. 9 minutes et demie, ouais. Voilà, 9 minutes et demie. Mais quand j'ai lu ça, du magasin. Voilà, c'est exactement, c'est la durée du magasin. Ouais. Donc déjà, il ne fallait pas dépasser parce que sinon, il n'y a plus de pellicule dans la caméra. Donc c'est terminé. C'est vraiment la durée maximale d'un magasin 35 mm à l'époque. Ce qui est fou, et je pense que les gens qui ont vu le film aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça dure 9 minutes et demie. C'est que la durée ressentie par le spectateur, c'est pas ça. Parce que la tension est telle, que le temps, il y a une sorte de contraction du temps. Mais j'imagine, et les deux vous écoutent, et c'est filmé comme tel, ça a dû être horriblement difficile. Et je pense que même là, l'idée de trac, et pourtant on n'est pas au théâtre, on peut s'arrêter, vous pouvez vous tromper, on peut reprendre, mais j'imagine que le trac et la tension existent quand même. Alors en plus, si on avait été au théâtre, on n'aurait pas eu la technique, mais là il fallait que tout le monde soit synchrone, c'est-à-dire que la caméra, elle faisait un demi-cercle comme ça, elle était derrière Pierre et Sabine, et elle faisait un demi-cercle, et il fallait que tout le monde, il fallait pas que ça craque, il fallait pas que ci, il fallait pas que là, sinon ça foutait en l'air un mot, une expression. Il ne fallait pas avoir de grenouilles. Voilà, il fallait que tout le monde soit vraiment à l'unisson. Et alors en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant cette prise-là, cette scène, alors ça, on va peut-être en parler, mais ça c'est l'art de Alain Resnais dans la mise en scène. Et en voyant le film ce soir, il y a un moment qui m'a bouleversé, c'est quand Pierre lit la lettre et que la caméra passe comme ça d'un personnage à l'autre dans le noir et qu'on entend vraiment les mots. Enfin bon, c'est des effets de mise en scène qui ne sont pas ceux d'un metteur en scène qui fait de l'effet justement, mais qui est très sobre, mais qui sait mettre en valeur chacun. C'est ça le cinéma. Oui, c'est ça le cinéma de Resnais. Et donc j'ai toujours été, là j'étais parti sur autre chose. Il s'est passé quelque chose pendant les 2 minutes. Oui, absolument. C'est que je pense que vous l'avez sûrement vu, mais la caméra est derrière Pierre et Sabine, et donc et on voit, quand elle est en train de me filmer, en train de raconter, et le décor est éclairé. Et au fur et à mesure où la caméra passe, le décor derrière s'éteint. C'est-à-dire c'est peu perceptible, mais la lumière s'éteint pour que la caméra et le regard soient concentrés sur le personnage qui raconte son histoire. Donc voilà, c'est des petites choses subtiles, comme Alain Resnais savait les inventer, les trouver, et qui font tout l'art de sa mise en scène. Oui, et ça, vous savez, on a vu il y a 5 jours, on connaît la chanson dans une sublime copie, je dois le dire, numérique dont se sont occupés Renato Berta, qui est assis là, et Guy Courtecuisse, sublime copie numérique, c'est-à-dire que le film est peut-être encore mieux sur l'image et la lumière qu'il l'était à l'époque en 1935, ce qui n'est pas toujours le cas, mais pour en connaître la chanson, c'est le cas.
Et j'ai vu le film à côté de Renato, et il sait très bien qu'il ne faut pas me parler pendant une projection, surtout que j'ai pleuré pendant, on connaît la chanson, donc il ne fallait pas m'embêter. Mais il m'a dit qu'à un moment, regarde ce plan. Et c'est le plan dans l'appartement à la fin, qui traverse tout le décor et qui se termine en plan serré sur le balcon, avec vous et Pierre, me semble-t-il. Et ça traverse tout le décor. Comme là, il y a des plans, on ne les voit pas si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que c'est le grand art de la mise en scène. Je pense que vraiment c'est un des plus grands metteurs en scène du monde, et qu'en même temps, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est jamais insistant, même quand c'est du formalisme pur. C'est-à-dire que le plan dont vous parliez, où ça passe de l'un à l'autre, dans le noir, avec le dialogue qui continue. C'est magnifique, parce que du coup, on entend le texte avec une... C'est émouvant, parce qu'on est dans le noir, tout d'un coup, il n'y a plus que ta voix qu'on entend, et là, tout d'un coup, on est capté par ce qu'elle raconte, par ce qui se passe. On n'a plus besoin d'images, puisque de toute façon, à quoi servirait de filmer Pierre ou de me filmer moi? On s'en fout, c'est le texte qui compte à ce moment-là, et on passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est des choses d'une grande sensibilité. Voilà, j'ai envie de dire ça à propos d'Alain Resnais, quoi. C'est pas souvent, on en a fait quelqu'un qui réfléchissait, on lui a prêté ça, ces intentions-là, à chaque fois qu'il faisait un film, mais j'ai trouvé toujours que c'était avec une grande sensibilité qu'il abordait les choses. Il ne faut pas oublier qu'il a aimé le théâtre, comme disait Pierre, qu'il a commencé à... Oui, il est figurant dans les visiteurs du soir. Alors, quand on le connaît... Il a été au cours Voilà, oui, absolument. Donc il connaît bien, il a été friand de voir toutes les pièces de théâtre, et donc il sent bien les acteurs, il aime bien voir ce qui se passe et comment mettre en scène sans s'imposer, quoi. Curieusement, me semble-t-il, je n'ai pas revu le film, je ne voulais pas, mais quand on parle du monologue d'André, de ce très beau passage très beau, eh bien, il me semble que c'est à ce moment-là que Resnais décide qu'on n'est plus au théâtre, mais qu'on est au cinéma. Et que ça découle lentement sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes, parce que ça commence vraiment comme une pièce avec des personnages et machin, puis d'accord avec ça. Il y a les trois coups. Oui, il y a des trois coups, il ne veut pas tricher, on est au théâtre. Et lentement, avec cette manière de regarder ce personnage-là et de la manière dont il raconte ce morceau de sa vie, tout d'un coup, sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes, tout d'un coup, on est au cinéma et on n'est plus au théâtre. Ça, c'est absolument magnifique, mais c'est imperceptible, c'est invisible. Et les fameux chargeurs de 10 minutes, là, donc il y a ça sur le monologue d'André, et nous, on a eu ça de nouveau avec André sur la scène des deux hommes à la fin, qui dure pratiquement une trentaine de minutes, et donc il y avait 3 chargeurs pour arriver il y a 3 plans séquences, et chaque fois c'était 10 minutes, et je me souviens très bien, on en a fait 8 ou 9 des prises comme ça, et 2 fois, je crois qu'on jouait plutôt bien, je crois, et des 2 fois, la pellicule a décroché, on avait été trop long de 10 ou 15 secondes, il a fallu qu'on recommence. Ah, vous avez fini après? Oui, tout d'un coup, hop, c'est décroché. Oh, c'est dur. Vous ne connaissez pas l'expression, c'est décroché. Oui, c'est ça, la pellicule décroche, c'est sûr qu'elle n'est plus là, c'est fini. C'était, tu te souviens de ça, hein? C'était magnifique, on était déchiquetés. C'est beau d'ailleurs, on était déchirés. Et Resnais, il avait une très belle phrase, il disait, bon alors, on va choisir, essayons de faire une prise un peu moins humide. Parce qu'on était au dégoulinet de l'art. Et d'ailleurs, il a pris une prise qui était nettement moins humide, et il a bien fait. Notre émotion dépassait probablement largement ce qu'il voulait avoir des personnages. Il ne voulait pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Pierre fait bien de raconter ça, parce que moi, je crois que c'est le dernier film où je suis allé voir les rushs. Parce que j'allais voir les rushs de ce film-là, et on avait fait, je crois, à peu près 9 prises, quelque chose comme ça, et Pierre dit, dans la scène, tu pleures. Donc évidemment, première prise, je tuais toute ma famille avant, et puis... deuxième prise, je tuais le chien, les amis, et tout, voilà. Et puis à la fin, j'avais vraiment plus beaucoup d'émotions, quoi, il n'y avait plus rien, quoi. Et Alain Resnais... a choisi une prise, comme dit Pierre, pas très humide. C'est plus sèche. Bon, c'est son choix, c'est lui de mettre en scène, et donc il a eu sûrement des bonnes raisons. J'aurais pas pris celle-là, mais tant pis pour moi, je n'irai plus jamais voir les rushs. Ça veut dire qu'il y avait des prises mouillées, des prises, je sais pas, moins mouillées. On était débordés par l'émotion, et
travail d'un acteur, c'est Mais d'avoir parce des que- émotions, mais pas de faire du psychodrame. Quand on pleure, quand on est acteur et qu'on pleure, on croit qu'on est très bien toujours. Mais pas forcément. Et c'est pas forcément du tout. Et dans la scène, il disait tu vient. pleures, Sabine. Il dit, Hein? oui. Dans la scène, Voilà. il disait tu pleures. Donc je suis bien obligé de pleurer. Oui, mais pas trop. Oui, quoi. mais pas. Ça ne peut pas dépasser. Surtout quand on est un homme. Ah ben non, les hommes qui pleurent pas sont Mais, pas des hommes. André, Ça. le fait est que ça arrive à n'importe qui, ça peut m'arriver à moi ici quand je présente un film. Il y a toujours le côté un peu ridicule d'être ému par sa propre émotion. Vous voyez ce que je veux dire? D'être submergé, effectivement, bon, on n'y peut rien, mais justement, ça veut dire que le contrôle n'est pas là. Enfin, mais vous êtes comédien, c'est des choses que vous On travaillez. doit tous les jours. contrôler. On doit contrôler. C'est une obligation, sinon on est dans le psychodrame, et ça n'a plus le travail d'un acteur, c'est autre chose. Et il y a une dernière chose, je peux dire une dernière chose, enfin, dernière. Peut-être bon, je l'ai eu souvent sur les films d'Alain, mais peut-être la plus belle chose qui reste pour moi de lui, qui ne peut pas s'éteindre, qui ne s'éteindra jamais, c'est la manière dont il se mettait sur ses longues jambes, assis comme ça, comme un oiseau, comme un grand héron, comme ça, avec ses deux mains comme ça, et qui regardait les acteurs. Lui, elle, moi, d'autres. Et s'il avait pu savoir à quel point cet œil, qu'en tout cas moi, je regardais du coin du mien, de l'œil, m'a aidé chaque fois que j'ai travaillé avec lui. Mais aujourd'hui, on a remplacé ça par un outil épouvantable qui s'appelle le combo et par le numérique. À l'époque, il n'y avait pas de numérique, ce qui donc obligeait le metteur en scène à choisir. Aujourd'hui, vous pouvez faire 200 prises, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a plus de pellicule, ça ne coûte plus rien. Le seul problème, c'est que ça coupe les couilles de quelqu'un parce qu'il n'est plus obligé de choisir, il peut faire 600 prises, ça n'a aucune importance, c'est gratoche. Sauf que vivre, jouer, c'est vivre c'est choisir, et choisir, c'est renoncer à tout ce qui reste. Et à cette époque-là, moi j'ai eu la chance de travailler avec un très grand metteur en scène qui, lui, savait choisir. Et choisir, dans le cas d'un cinéaste comme Alain Resnais, ça veut dire écrire. C'est-à-dire qu'il y a sa propre écriture. C'est intéressant ce que vous dites, que pendant ce monologue, ça devient du cinéma. C'est du cinéma dès le départ, même si c'est du théâtre, mais ça devient du cinéma parce que l'écriture cinématographique s'installe, et elle ne s'installe pas comme on saute sur une pièce de théâtre, ou au contraire quand on essaie de l'aérer, comme on dit, ce qui est peut-être encore pire. Là, c'est vraiment de l'écriture cinématographique qui se déploie, effectivement, mais il faut peut-être un peu de temps pour cela, il y a ça dans tous les films d'Alain. Dans tous les films d'Alain, la forme l'intéresse en premier. C'est la forme, parce qu'on peut raconter toutes les histoires du monde, mais c'est la forme qui fera le beau film. Mais il se servait aussi de ce que nous donnions, quoi, c'est-à-dire de ce que nous vivions, quoi. Il n'imposait pas, il n'y avait pas un moule dans lequel on devait rentrer. Donc il y avait une sensation d'une grande liberté. J'ai perdu mon idée. Voilà. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'explications pour jouer. Un mot, une phrase, et ça y est, on comprenait ce qu'il désirait. Ah oui, c'était vraiment passionnant de travailler. Parce que la chose mystérieuse qu'on appelle la direction d'acteur, là, dans le processus que vous êtes en train de décrire, elle passe par le travail et l'apprivoisement, en fait. Enfin, il y a rien à déclarer, il n'y a rien à diriger. Il disait, un acteur, voilà, c'est un somnambule, et surtout, il ne faut pas le déranger. Et je trouve que c'est magnifique ça. C'est vrai que si on nous trouble trop, on va se paniquer, on sera moins à l'aise. Il faut être à l'aise. Et Alain savait nous rendre à l'aise pour qu'on donne le meilleur de ce qu'on pouvait donner. Mais il y avait une direction d'acteur, mais elle n'était pas forcément comme on l'entend là maintenant. C'est-à-dire que il se servait beaucoup de ce qu'on pouvait proposer. Il n'imposait rien au départ. Alors, les choses venaient comme ça, et puis on en faisait ce qu'on en faisait, on ne sait pas. Des choses, on proposait des choses qui nous échappaient même à nous-mêmes, et lui, il y a toujours, je dis toujours ça, il y a deux catégories de metteurs en scène, les voleurs et les violeurs. Les violeurs, de gré ou de force, qu'ils ont décidé d'avoir de vous, et qui vous laissent orphelins, et les voleurs,
C'est ceux qui voient chez vous une chose que vous n'avez pas vue, qui le prennent, qui s'en servent, et quand ils vous sont servis, ils vous le rendent, et puis ça fait partie de votre bagage pour les temps à venir. Bon, évidemment, René, c'est la seconde catégorie de gens. Voilà. Alors, quelquefois, on faisait une chose, et il se disait, tiens, on pourrait creuser cette partie-là, on pourrait aller là, on pourrait faire une variante. On appelait ça les variantes. Ce n'était pas des prises, c'était des variantes. C'était pas intéressant de refaire la même chose. On en fait une autre. Non, on ne fait pas une autre, on fait quelque chose d'autre, parce qu'il a touché du doigt quelque chose qu'il a envie de voir. Ça va pas, on passe à autre chose, c'est pas grave. C'est aussi ça la direction d'acteur. C'est pas forcément une phrase précise, c'est savoir attraper quelque chose qui peut raconter quelque chose d'une manière qu'on n'avait pas prévue. Ouais, il y a un exemple très précis, parce que là c'est une pièce de théâtre. Quand on lisait le texte de Bernstein, il y avait comme au théâtre, souvent quand un auteur écrit à tel endroit, je pense au monologue que j'avais à dire, il se lève, il va à droite, puis ensuite à tel endroit, il va à gauche, comme souvent au théâtre, comme si vraiment, d'ailleurs, d'aller à droite, à gauche, ça pouvait un peu varier, donner du relief à la scène, alors que c'est pas forcément vrai. Et là, profitant du fait qu'on était au cinéma, j'avais dit à Alain, en travaillant le monologue, j'ai dit, mais Alain, moi, je n'éprouve pas du tout l'envie d'aller à droite à ce moment-là, ou de me lever, ou d'aller à gauche. Et là, ok, il a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il respectait le sentiment qu'on éprouvait, qu'on avait envie, et c'est beau parce qu'il s'en sert. On est comme au théâtre en étant sur Sabine et Pierre, on est comme au théâtre en étant derrière eux, comme si on était un spectateur au théâtre derrière eux, et puis petit à petit, voilà, j'ai l'impression qu'il faisait sa mise en scène en fonction de ce qu'il sentait, de ce qu'il voyait de nous, comme vient de dire. Et en même temps, il savait ce qu'il voulait. C'est-à-dire, quand je dis il savait ce qu'il voulait, c'est qu'il était prêt à prendre le temps pour obtenir ce qu'il voulait, pas s'arrêter à 30%, 70%. Non, si vous étiez là, c'est qu'il savait que vous pouviez le faire, que vous pouviez aller jusqu'à l'endroit. Oui, mais de temps en temps, comme dit Pierre ou Sabine, c'est-à-dire à certains moments, on tentait quelque chose. Et si on tentait de la faire un peu plus, je pense à d'autres films, pas celui-là, mais si on la faisait un peu plus violente, là, par exemple, à ce moment-là, et voilà, et puis finalement, il disait non, ça fonctionnait pas, donc il revenait là où peut-être la corde sensible sonnait le mieux pour lui et pour nous. Voilà, on avait l'impression quand même d'un dialogue constant entre lui et nous. Oui, puis il nous donnait l'illusion que nous étions des créateurs aussi du film, de nos rôles, enfin, donc on était fiers, quoi, et on osait beaucoup avec lui, on n'avait pas peur, en fait, et ça c'est au cinéma, enfin, c'est très très important de ne pas avoir peur, d'oser même être mauvais, quoi. On se dit on essaye, et puis... oser être ridicule. Oui, oser être ridicule. Ce qui est ridicule, voilà. c'est de ne pas oser être ridicule. Mais si on va être très très bien par moment, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Oui, autrement, on est dans le moyen toujours, ça, on fera pas mal, mais... Oui, ne pas être inhibé jusqu'au risque, effectivement, de ridicule. Il faut oser. Et avec lui, il ne nous en voudra pas. Hein. De ce point de vue-là, je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque, et puis là, en revoyant le film, en le redécouvrant, en fait, la scène de la petite culbute, là, il fallait y aller quand même. Hein. Oui, mais je suis très sportive, donc ça me plaisait beaucoup. C'est vrai. Mais allez, non, je dis ça en rigolant, mais pour moi, c'était poignant de jouer ça, parce que j'ai l'air hyper gai, et en fait, c'est une douleur, cette culbute, c'est le symbole de mon malheur, quoi. C'est un des moments de cinéma que j'ai préféré jouer. Pour moi, oui, et puis, je sais pas, tout mon corps dit ce malheur, enfin, c'est un moment que j'ai aimé tourner ça. Et puis, il y a autre chose qui est très frappant. Alors, vous êtes aussi des comédiens de théâtre, donc vous avez peut-être plus l'habitude, le plateau, la lumière sur un plateau de théâtre, elle change, elle varie. Sur un plateau de cinéma, dans un même plan, c'est moins fréquent quand même. Et là, il le fait. Et c'est pour ça que moi, plus je vois les films de René, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on a autant tenu à faire cette rétrospective, c'est que son formalisme n'a pas de limite, sa liberté formelle n'a pas de limite.
Moi, quand Arditi se retrouve quasiment dans le noir, à la moitié du visage, on sent l'obscurité qui monte comme ça. Et ça s'arrête là. On se dit, mais on ne voit jamais ça au cinéma. Parce que le cinéma, malgré tout, est marqué du naturalisme, pour le meilleur comme pour le pire, parfois pour le meilleur, bien sûr, mais quand même le naturalisme. Tandis que lui, il osait ça, il osait changer la lumière sur le plateau pendant la prise. C'est quand même un truc d'une audace, enfin c'est absolument fou, on voit quasiment jamais ça. C'est Charlie Van Damme qui avait fait la lumière sur Mélo, mais Renato Berta, qui est quelque part par là, je ne l'ai pas vu encore, moi, Il est là. Lève là-bas, là, c'est effrayant. Renato Berta a aussi fait ça dans Smoking, No Smoking et dans certains autres films où la lumière change en cours de route. C'est absolument magnifique et c'est fait, c'est pas ostentatoire, au contraire, c'est bon, elle est actrice, la lumière, elle est actrice comme nous. Mais René, dans la vie, c'était pareil, quoi. Au restaurant ou chez lui, enfin, il faisait la lumière tout le temps, il tirait les rideaux parce qu'il y avait trop de soleil, parce que tout le temps, il faisait de la mise en scène, que ce soit sur les plateaux de cinéma ou à l'hôtel, dans sa vie privée, c'était que ça. Et quand on pense qu'au départ, il avait pas du tout, il pensait pas être metteur en scène, il pensait que non, il serait peut-être pas capable. Et ce qu'il voulait, il a voulu faire du montage au départ pour approcher les acteurs, les comédiens, parce qu'il aurait voulu être comédien, mais je crois qu'il n'était pas très bon. Parce qu'il pensait trop, en fait. Hein. Je pense qu'il était trop cérébral pour être... pas assez libre, en fait. Quand on dit moteur, il faut être libre, il faut y aller. Et Simon, d'ailleurs, le grand professeur d'informatique, lui avait dit, mais toi, tu seras mieux que comédien, ce qui est sympa pour nous. Enfin bon. Et tu seras mieux parce qu'il passait son temps à photographier ses copains, à les filmer, à les mettre en scène. Et après, il est devenu monteur, en se disant, donc je les verrai peut-être venir un petit peu au montage. Et puis, un jour, on lui a dit allez, de faire un film, et heureusement pour nous, il est devenu metteur en scène. Après, il ne pensait pas à ça. Après Sabine, il est devenu quand même le plus grand court-métragiste de son temps. Ça dure pendant toutes les années 50. C'est des films qui s'appellent Les statues meurent aussi, Toute la mémoire du monde, Nuit et brouillard, évidemment. Enfin, voilà. Et puis quand il passe au long-métrage, ça s'appelle Hiroshima, mon amour. Enfin, voilà. C'est quand même une carrière de... Et il ne fera plus de court-métrage, d'ailleurs. Après, il fera 20 longs-métrages. Vous êtes bien placés pour le savoir tous les trois. Et ce qui nous frappe aussi, les admirateurs d'Alain Resnais que nous sommes, c'est cette espèce de défi insensé de ne jamais refaire le même film. Ça a l'air simple, comme ça, mais il y a des artistes que j'aime infiniment qui écrivent parfois le même livre, ça me dérange pas du tout. Quand on me dit Patrick Modiano, il écrit toujours le même roman, ben oui, mais moi ça me plaît, je m'en fous. En plus, c'est pas vrai, mais peu importe. Resnais, il y a vraiment ça. Il ne fait jamais le même film. Et pourtant, là, c'est le même quatuor d'acteurs. Avec Fanny Ardant, vous veniez de faire L'amour à mort. Mais L'amour à mort et Mélo, on voit bien que ce sont deux expériences totalement différentes. Il y avait ça, non, chez lui, très fort. Que le défi soit... Comme dans la vie, quoi. Il s'intéressait à tout, au radis noir, ou au téléphone portable, ou je ne sais quoi. Enfin, tout était prétexte à... Il lisait tous les journaux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été le précurseur. J'ai vu pas mal de jeunes metteurs en scène, après avoir vu On connaît la chanson, qui se disaient « Ah, mince, mais pourquoi je n'y ai pas pensé ?» et il avait eu l'idée, comme ça, en fréquentant pas mal les Anglais, et de cette idée, quoi, où les chansons font partie de nos vies. Et bon, voilà, il avait toujours des idées. Oui, puis il n'avait aucun snobisme. Donc, c'est pour ça qu'il fait Hiroshima, mon amour, l'année dernière à Marienbad, des films si élégants. Mais il fait aussi pas sur la bouche, l'opérette. Oui, aucun snobisme. Ah oui. Même un extrait de Michel Sardou, ça lui a même été reproché. Claude François. Ouais. Voilà, et donc... Mais ça, c'est la force des autodidactes. Même dans le choix des acteurs, par exemple, il n'avait pas comment dire, des réflexes stéréotypés, quoi. Il allait chercher, je sais pas, Roger Pierre ou Giro Raimondi, des acteurs qu'on n'avait pas forcément, qu'on n'attendait pas forcément. Voilà, il essayait de se renouveler à chaque fois. Il y a une chose que j'avais envie de dire, peut-être avant que... parce que je pense qu'avec Mélo, parce qu'on a connu Pierre beaucoup de fois avant, moi je l'ai connu sur L'amour à mort, et Sabine aussi avec
La vie est un roman beaucoup Et Pierre Arditi sur Mon nom d'Amérique, sauf erreur. Voilà. Et je pense qu'à partir de Mélo, moi j'ai toujours entendu dire Alain Resnais qu'il était réalisateur et que quelquefois je me dis on pourrait expliquer la carrière des metteurs en scène autant par les films qu'ils n'ont pas tournés que par les films qu'ils ont tournés. Et quelquefois c'était long pour Alain Resnais d'attendre de pouvoir faire un film. Et c'est vrai qu'il y a eu une bascule à partir de Mélo où il est allé vers des pièces de théâtre, enfin vers des choses que ce soit après avec Borne, avec vous, ou bien voilà. Même on connaît la chanson, c'était Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui avec qui il avait travaillé, mais il est allé vers des choses qui étaient déjà prêtes, quoi, voilà, des scénarios qui étaient déjà prêts. Le théâtre, il était très familier du théâtre, mais a été une étape facile, immédiate pour lui, pour pouvoir être le réalisateur qu'il voulait être. Oui, vous avez bien sûr raison. C'est-à-dire que le théâtre a un peu remplacé le roman. Voilà, à ce moment-là. Parce qu'en plus, juste avant de faire Mélo, que je sache, moi je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien le lire, il avait un projet avec Milan Kundera qui a échoué faute de financement, tout simplement. Ils sont jamais arrivés à le monter. Oui, ils auraient écrit un scénario, hein. C'était pas une adaptation d'un roman de Milan Kundera. Non, tout à fait, mais quand je dis le roman, c'est la collaboration avec les romanciers. Il n'aurait jamais voulu, je crois, adapter un roman. Mais collaborer avec un romancier, oui. Ah, et comment? Et ça prenait du temps, quoi. Donc, tandis que là, il avait des pièces de théâtre, je pense, hein, je ne crois pas me tromper, mais il est allé plus vite vers les pièces de théâtre déjà écrites parce que ça lui permettait d'exprimer tout son talent de réalisateur. Quand vous regardez toute cette aventure extraordinaire, est-ce qu'il vous a toujours surpris? C'est-à-dire que ce que je disais, chaque nouveau film devait être un défi, quelque chose qu'il n'avait pas encore fait, une nouvelle aventure. Enfin, est-ce que la surprise, Pierre Arditi, ça a duré presque 35 ans. J'allais dire 30 ans. Ouais. J'allais dire 30 ans, 35 ans. Donc cette histoire. C'est plus vieux, hein, comme l'ont fait remarquer. La surprise, vous avez été épaté jusqu'au bout. Toujours. Et au début, évidemment, je suis confit d'admiration et engoncé dans une espèce d'aisance très mal placée. Et puis petit à petit, évidemment, j'ai appris à le connaître, et il m'a connu aussi, il m'a apporté évidemment des milliards de choses. Et après, quand il y avait une proposition d'Alain Resnais qui arrivait, c'était à la fois merveilleusement familier, je me disais, c'est génial quand même, que ce metteur en scène, qui est quand même, je le dis, c'est le metteur en scène que j'admirais le plus avant même d'être acteur. La première fois que j'ai vu un film d'Alain Resnais, je crois que c'est Muriel, et j'étais encore, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça, mais jamais, alors, c'était à la fois merveilleux d'entendre cette voix, de se dire, c'est génial, je vais encore connaître ce bonheur suprême, c'était donc, je retrouvais quelqu'un de familier dans mon existence, et ça n'était jamais, et jamais ça ne ressemblait à une chose qui avait été faite avant, mais jamais. C'est ce que vous disiez. Il n'y a pas un film de Resnais qui ressemble moins à un autre film de Resnais. D'ailleurs, quand on recevait le scénario, on était déjà d'accord par avance, parce qu'on se disait forcément, on va être surpris, ça va nous plaire. Quand on a lu Mélo, je sais que beaucoup de personnes disaient mais c'est pas possible, ce grand monologue, il faut le couper. Tout le monde voulait couper ce grand monologue. Je disais mais qui va écouter ça? C'est pas possible. On a enlevé, c'est trop long. C'est un des moments les plus extraordinaires du film. Et il était le seul à le savoir, parce que moi aussi je me disais oh là là, c'est un peu long ça. Mais voilà, c'était, et pour tout pas sur la bouche, on se dit oh là là, mais beaucoup, se disaient mais qu'est-ce qu'il va chercher encore là? Et puis on était tellement merveilleusement surpris. Oui, alors, je suis ému. Réponds. Et ça, on n'en a pas parlé, mais je l'ai ressenti très fort dans la salle, parce que ça, la salle sert à quelque chose. Quand on voit et quand on revoit le film, je dis quand on voit, parce que là, les gens qui sont à la salle, la plupart d'entre eux n'avaient pas vu, mais ils l'ont découvert. On ne le voit pas souvent, ce film. Pas tant que ça, mais vous savez, l'autre jour, avec On connaît la chanson, j'ai posé la question habituelle. Il y avait, je sais pas, 300 personnes. Il y avait un gros tiers de la salle qui le découvrait. Pourtant, on se dit, on connaît la chanson, ça passe à la télé, oui, bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est la tension. Et ça, dans Mélo, là, aujourd'hui, je l'ai senti très fort. Il y a une tension qui tient peut-être au théâtre, d'ailleurs.
aussi. Le fait que ça soit un objet théâtral, il y a la tension d'une représentation, mais il y a la tension du film. C'est-à-dire que c'est un cinéma où on ne pense pas à autre chose, où on se dit, bon, encore combien de temps? Les films de René, mais sont tendus à se rompre, en fait. Il n'y a pas de gras, quoi. C'est quelque chose. Et dans On connaît la chanson, mais c'est un film où on est aux aguets. Alors j'imagine, en l'ayant fait, il fallait partir dès que la musique, enfin, ça devait être un exercice de comédien incroyable, mais on ressent cette tension quand on voit un film comme On connaît la chanson. C'est une sorte de tension permanente. Oui, puis c'est dû aussi au fait que il n'y a pas de musique derrière nos répliques, notre dialogue. Hein. C'est assez sec comme ça. Et ça y fait beaucoup aussi, je crois, pour qu'on écoute bien. Il me reste à vous remercier infiniment d'être venus ce soir, un dimanche soir, alors que vous êtes tous les trois très pris, avec des activités théâtrales en particulier. Vous êtes venus jusqu'à la Cinémathèque. Merci. Oui, salut. Merci beaucoup. Je voulais dire que c'est étrange de se retrouver tous les trois là, ce soir, des années après. On a l'impression qu'on pourrait faire la suite maintenant. Le plus drôle, on l'a vu au générique, c'est qu'il vous avait montré des films à l'époque à la Cinémathèque. On est remercié au générique, et je me suis dit, mais oui, il a dû leur faire des projections, parce que c'est des films, il n'y avait pas de cassette, il n'y avait pas de DVD, etc. Mais on a vu la version française, non, de Mélo, avec Pierre Blanchard, Gaby Morlet et Charles Boyer. Ouais. Ah ben je crois qu'André Dussolier, il était inquiet à l'idée qu'on lui demande de jouer comme Charles Boyer, non? Non, tout ce qu'on vient de dire sur Alain Resnais, vous pensez bien que non, jamais, et je savais qu'il avait une grande admiration pour Charles Boyer, on en a beaucoup parlé, mais vous savez que Bernstein, je pense aussi à ça, hein, c'est que par exemple, ça me revient comme souvenir, c'est que Jean Gabin, par exemple, a relancé sa carrière grâce à Bernstein. Oui. Il était dans le trou après la guerre, il a joué La Soif de Bernstein, et ça a relancé sa carrière. Voilà. Allez, on n'arrive pas à se séparer. Merci beaucoup. Merci à vous.